Bonjour à tous, merci d'être avec nous et soyez les bienvenus pour cette matinée d'échange et de partage dans le cadre du 6e anniversaire des objectifs de développement durable et de la semaine, vous le savez, du développement durable. Alors quelques mots pour me présenter, je m'appelle Annabelle Baudin et je suis ravie d'être avec vous pour participer à cette matinée intitulée Co-construire l'avenir, acteur engagé en faveur des ODD, de la coopération à l'action. Alors pour passer du dire au faire et agir ensemble en faveur du développement durable, nous vous proposons ce matin 2 tables rondes avec des personnalités engagées et vous allez le voir très inspirantes. À leur côté, dans un premier temps, nous parlerons économie circulaire et gestion des déchets. Et puis dans la deuxième partie de matinée, nous échangerons autour du concept de la citoyenneté mondiale pour construire ensemble des sociétés, des modèles de société plus solidaires et plus engagés, plus responsables. Alors, avant de démarrer et d'accueillir nos tout premiers invités, je vous rappelle que cet événement est labellisé La France en transition et organisé par l'agence Conseil en communication événementielle et RSE, les Jardins de la Cité. Alors, on commence avec vous, Caroline. Je vais peut-être en préambule vous demander de nous présenter le syndicat, donc le SICTOM, et ses principales missions. Bien. Alors, le SICTOM est un service public. En France, comme sur le territoire de l'Île-de-France, les collectivités locales se rassemblent pour mutualiser leurs moyens afin de pouvoir traiter les déchets qui sont produits par les habitants. Le SICTOM œuvre sur un territoire qui comprend 84 communes, dont Paris, réparties sur 12 territoires administratifs. Et nous traitons chaque année 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés qui transitent par nos installations, c'est-à-dire des centres de valorisation énergétique. On prend les déchets, on les incinère, on fait de l'électricité et du chauffage, et puis un nombre grandissant de déchets qui, triés par les habitants à la source, vont dans nos centres de tri pour être ensuite valorisés dans des filières dédiées. Très bien. Merci Caroline. Alors une question peut-être un peu large en ouverture de cette table ronde. En vous écoutant, ce qui me vient à l'esprit, c'est faire de nos déchets la matière première du XXIe siècle. Ouais. Une utopie ou alors une réalité en devenir? On n'y est pas. On n'y est pas. Non, on n'y est pas. On n'y sera probablement pas parce que les déchets n'ont pas vocation à uniquement être transformés pour servir à faire une nouvelle matière. Les déchets ont vocation à être moins nombreux, déjà au départ. Donc l'idée sous-jacente de l'action de tout le monde, ici sur ce plateau comme ailleurs, des législateurs européens, français, etc., c'est de voir comment on peut produire un peu moins de déchets en favorisant une production d'objets manufacturés qui soient éco-conçus et dont la durée de vie s'allonge, qui puissent être réparés, etc., et qui deviennent moins rapidement des déchets. Donc des déchets, on en aura toujours, le but est d'en avoir moins. Ensuite, ceux qu'on va récupérer, l'idée est de les valoriser. De les valoriser pour leur donner une seconde vie et de retarder le moment où ils vont devenir un déchet et de diminuer les volumes et les quantités de ceux qui finiront par être des déchets ultimes qu'il faudra bien continuer à éliminer. Donc, on est sur la voie du progrès, mais comme on dit, on n'est pas rendu du tout. Il va falloir encore beaucoup de temps avant que ces objectifs soient remplis. Tout le monde y travaille. Dans nos pays sophistiqués, on est plutôt sur la bonne voie. À l'échelle de la planète, je réserve mes commentaires. Mais on va peut-être en parler. Quelles sont du coup les principales contraintes aujourd'hui auxquelles vous devez faire face et les défis majeurs à relever ? Les principales contraintes, ce sont en vrac, d'abord le temps, parce que les temporalités ne sont pas les mêmes pour tous les sujets. L'éducation prend beaucoup de temps. TerraVox en parlera mieux que moi. Ce n'est pas en 8 jours qu'on arrive à convaincre des gens de la nécessité d'adopter des comportements différents et contraignants. Le temps qui s'applique aussi aux industriels qui ont besoin, selon les sujets qui sont les leurs, de temps pour développer la R&D, le temps pour produire des produits éco-conçus. On a aussi le temps de l'outil industriel entre le moment où on décide la construction d'un projet pour mieux traiter ou mieux valoriser les déchets et le moment où la première tonne rentre, eh bien, dans l'établissement, il faut parfois 4 à 6 ans. En dehors du temps, nous avons aussi la complexité des coûts.
parce que traiter les déchets ne rapporte pas d'argent. Traiter les déchets est une charge, c'est un coût pour les collectivités locales. Ces coûts ne peuvent raisonnablement pas trop augmenter, sous peine de véritablement contrarier et les collectivités locales et les habitants. Donc on est un peu au bout de ce qu'on peut faire en termes de coût du traitement des déchets, mais on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire en termes de volume et en termes de diversité des matières à traiter. Donc voilà nos principales contraintes. Très bien, merci Caroline. Alors avant de vous donner la parole, Emmanuel Ledoux, je rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent ce matin que vous pouvez vous aussi poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. Ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de chaque table ronde. Emmanuel, vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Alors pouvez-vous peut-être en préambule présenter les grands principes de l'économie circulaire et en quoi l'économie circulaire et la gestion des déchets sont deux sujets qui sont quand même étroitement liés. Alors, les grands principes de l'économie circulaire, finalement, ont été rappelés par Caroline. C'est de prendre en compte la ressource de façon globale. Donc, traiter les déchets, évidemment, mais aussi travailler à la source, donc réduire l'extraction, réduire l'usage de ressources, reconditionner, réparer, réemployer, enfin voilà, être vraiment sur une logique où l'objectif au final est d'extraire le moins possible. Je pense que c'est important de rappeler aussi que c'est un concept qui finalement, en tout cas de façon très holistique comme ça, est encore relativement récent. C'est arrivé dans la littérature académique en France en 2010, je crois. Donc, ce n'est pas de tout temps la prise en compte comme ça de l'économie de la ressource dans nos modèles économiques. Et de rappeler aussi que c'est un champ d'investigation de travail qui est finalement essentiellement économique. Enfin, la logique, elle est de passer de l'économie linéaire, j'extrais, je produis, je jette, à une économie circulaire qui fait qu'on essaye de travailler autant que faire se peut vers des boucles infinies où on récupère et on réutilise la ressource le mieux possible. Alors il y a évidemment la porte d'entrée, et puis aujourd'hui on est là pour parler ODD, développement durable, qui est celle de l'environnement, qui est celle de la protection de l'environnement. Je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on avancera peut-être plus vite sur ce secteur-là que dans d'autres. C'est aussi un véritable enjeu économique. Et là, on le voit en ce moment. C'est-à-dire que l'explosion du prix des matières premières suite au confinement, ça fait que la question de la bonne gestion de la ressource, c'est aussi un enjeu de pérennisation des modèles économiques, de souveraineté économique même. Le fait de rapprocher la production, c'est un sujet qui nous concerne tous. On l'a vu avec le confinement. Au moment où on s'est rendu compte atterré qu'on ne produisait plus de paracétamol, ça a quand même fait un peu bizarre. Donc voilà, il y a cette porte d'entrée évidemment très environnementale. Je pense qu'on connaît tous maintenant le jour du dépassement et de se dire qu'on a tout consommé en juillet. Dans une logique de gestion en bon père de famille, on voit bien qu'il y a un problème. Mais au-delà de ça, ça ne tient pas économiquement. Il faut forcément faire autrement. À la limite, même si on pense que l'avenir et l'environnement c'est foutu, quand même là, si on veut sauver les 10 ans qui viennent en termes de business model, il va forcément falloir faire des choses. Le message est passé. Alors, quelles sont les conditions d'un succès si on veut prendre tous ensemble ce virage vers l'économie circulaire en matière de réduction des déchets? Que faut-il faire? Alors, le problème, c'est que tout n'avance pas toujours au même rythme. Peut-être prendre l'exemple de la Convention citoyenne. On a vu avec le projet de loi climat, résilience et la façon dont ça a été construit qu'il y avait une vraie appétence citoyenne pour ce sujet. Après, déjà c'est important, le citoyen, le consommateur, il est prêt lui, à transformer son acte d'achat. Par contre, en face, il faut qu'il y ait l'offre aussi. Et il faut que tout arrive à peu près au même moment. Prendre un autre exemple, dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, on a mis en place un indice de réparabilité qui a vocation à devenir un indice de durabilité. Le truc, c'est que moi, je suis très contente si sur mon grille-pain ou, je ne sais pas, ma machine à laver, il y a écrit qu'elle est réparable. Mais mon ambition, ce n'est pas qu'elle soit réparable, c'est qu'elle soit réparée. Et là, on voit tout de suite que c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est des modèles à réinstaller, il faut des réparateurs un peu partout. Où est-ce que je l'apporte mon grille-pain, ma machine, etc. Donc là, on est vraiment à ce moment où, OK, tout le monde est convaincu, il n'y a pas de débat sur pour ou contre le gaspillage. Je ne connais personne qui est là, gaspillage, vraiment, je prends beaucoup de plaisir, allons-y, quoi. Donc, le sujet, il n'est plus là. Maintenant, c'est comment on fait. Et parfois, il faut quand même être très volontaire pour
recycler comme il faut, Bien sûr. réparer, pour réemployer. Enfin, en l'état, on est encore dans des dispositifs qui ne sont pas construits comme ça. Donc, condition de succès, c'est être en capacité de réinterroger tous nos processus d'approvisionnement, de production, de consommation, en sortant des schémas dans lesquels on est installé depuis, d'ailleurs, pas si longtemps, hein, parce que on n'a pas parlé de textile encore, mais enfin, la fast fashion, c'est récent. Hein, oui. donc voilà, c'est comment on réinterroge en se disant, après tout, j'ai pas forcément besoin de ça, réinterroger aussi vraiment la question du besoin, en se disant, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai besoin de percer un trou dans le mur, je n'ai pas besoin d'une perceuse, j'ai besoin de percer un trou. Donc comment j'ai à disposition cette perceuse pour faire mon trou dans le mur qui ne nécessite pas forcément de l'acheter. Enfin, voilà. Donc c'est comment au niveau des citoyens, mais également des entreprises et de l'organisation territoriale, on est en capacité de repenser dans nos fonctionnements collectivement. Très bien. Alors, pour repenser ce fonctionnement, il faut aussi agir individuellement. Et c'est là où je m'adresse à vous, Frédéric Villemard. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général de Terravox. Terravox est une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans la sensibilisation à la prévention des déchets. Et vous agissez sur le terrain, au plus près des individus. Donc, j'ai bon ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, le geste de tri, il est à la source de toutes les politiques environnementales, finalement, ça commence par nous. Alors, quid de la transformation des comportements? Où en sommes-nous aujourd'hui, vous qui êtes sur le terrain? Alors, c'est vrai que le geste de tri, bon, c'est une politique environnementale qu'on a mis en place, je crois, à la fin des années 80. Et si on regarde dans le temps long, malheureusement, il n'a pas... Enfin, on est encore loin du compte sur le geste de tri. Il n'a pas augmenté tant que ça. Et je pense qu'on s'y est mal pris, mais pas seulement avec le geste de tri. Enfin, on s'y est mal pris avec avec la responsabilisation des individus et des collectivités sur les enjeux liés au développement durable. On a tous en tête l'image des campagnes de sensibilisation sur le développement durable, sur le changement climatique, qui montre cette ours polaire esselée sur la banquise. Et en fait, ce qu'on a dit aux gens, c'est il faut sauver la planète. Enfin, ça fait très longtemps qu'on dit aux gens il faut sauver la planète. Et en fait, ça ne nous parle pas à nous humains, parce qu'on ne se lève pas tous les matins pour sauver la planète. Et d'ailleurs, la planète n'a pas besoin d'être sauvée. C'est les conditions d'habitabilité de la Terre, les conditions de survie de l'espèce humaine qui sont en cause, mais ce n'est pas la planète en tant que telle. Et donc, pour revenir au geste de tri, en fait, toutes les injonctions sur les éco-gestes fonctionnent mal parce que en fait, c'est pas directement lié ni au quotidien des gens, ni à ce que ça nous apporte au quotidien. Et donc, on se rend compte, par exemple, sur le geste de tri, que certains types de populations le font très bien. Par exemple, les personnes âgées, les retraités font très bien le geste de tri, et beaucoup moins les jeunes. Pourquoi ? C'est intéressant, oui. Pourquoi, ouais. Justement? Et pourquoi ? C'est parce que dans les études, on réalise que le geste de tri est lié à la perception que l'on a de son chez-soi. Et donc, en fait, plus on se sent chez soi et plus on a envie de prendre soin de son chez-soi, et plus on va faire des éco-gestes. Éteindre la lumière, trier ses déchets, par exemple. Et plus on est nomade, donc typiquement les jeunes, qui vont changer d'appartement quasiment chaque année de leur cursus scolaire, qui vont être locataires, moins ils vont faire de tri, parce qu'en fait, ils ne se sentent pas chez eux. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas vraiment lié à la perception que l'on a de l'urgence climatique ou du Pourtant, développement durable. on nous dit que la jeunesse est très engagée, en tout cas, c'est ce que les médias nous disent. Qu'en est-il réellement, selon vous ? C'est compliqué de brosser un tableau uniforme de la jeunesse, hein, bien sûr, parce qu'il y a plein de jeunesses différentes. Bien sûr. La jeunesse a toujours été engagée, a toujours été allée dans la rue. Enfin, on se rappelle des manifestations sur le CPE, des manifestations sur les retraites. Maintenant, c'est des manifestations sur le climat. Alors, c'est vrai que c'est inédit parce que les grèves scolaires, pendant un moment, ça a été quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Donc je dirais que la jeunesse, elle est engagée, elle est chaude, pour reprendre le terme « on est plus chaud que le climat ». Par contre, l'autre slogan de la jeunesse, c'est « pisser sous la douche ne suffit plus ». Et en fait, c'est vrai que la jeunesse n'est pas du tout sensible aux éco-gestes.
et elle a besoin de, comment dire, elle a besoin de formes d'engagement qui ne sont pas des injonctions. Elle refuse la responsabilité individuelle d'une certaine manière. C'est un peu paradoxal entre la volonté d'engagement et puis le refus de l'injonction, des injonctions au pluriel. C'est paradoxal parce que c'est vrai que le geste de tri est complètement nécessaire et indispensable. Si ces gestes sont indispensables aujourd'hui, comment sensibiliser les uns et les autres, hein, pas que la jeunesse, aux éco-gestes? Pour moi, il faut vraiment rattacher en fait, les éco-gestes à notre vie d'aujourd'hui et il faut qu'elle fasse sens dans notre quotidien. Et concrètement, c'est-à-dire que quand on a envie de vivre la ville différemment, de faire attention à ce qu'on consomme, d'aller peut-être réparer son grille-pain, d'aller s'engager dans un composteur partagé ou même dans un jardin partagé, pas parce qu'on a l'impression de sauver la planète, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on a envie de vivre aujourd'hui. On a envie on a envie de voir que notre mode de vie ne met pas en danger les autres et l'avenir de la planète. En fait, il faut rattacher tout ce continuum d'action aux éco-gestes en disant ça fait partie, ça fait partie du mode de vie que doit être le mode de vie de demain. C'est faire des éco-gestes, s'engager dans l'économie sociale et solidaire. On a de plus en plus de jeunes qui quittent le monde de l'entreprise classique. Enfin, nous, on le voit dans l'économie sociale et solidaire, on recrute de plus en plus de gens, de plus en plus de profils qualifiés. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager dans des voies dans l'agriculture, voilà, tous les champs professionnels liés au changement climatique. Et voilà, il faut qu'on montre que ça fait sens pour notre quotidien et pour notre façon de vivre. Merci. Caroline Schell, peut-être une réaction aux propos de Frédéric Villemard par rapport à l'engagement? On ne peut que souscrire aux propos de Frédéric, mais les éco-gestes, ils ne devraient même plus être qualifiés comme ça. On se brosse les dents, on trie ses déchets, ça devrait être à peu près la même chose. L'éducation va beaucoup jouer, mais encore une fois, l'éducation, avant d'éduquer toute une classe d'âge, c'est-à-dire de la 6e à la terminale, à des comportements finalement un peu barbants, parce que trier, c'est quand même pas amusant, c'est quand même pas une distraction, mais se brosser les dents non plus. Donc, mais il y a des choses qu'on fait parce qu'il faut les faire, et le tri, voilà, au bout d'un moment, il faudrait le faire parce que c'est comme ça. On n'y est pas. On n'y est pas. Nous, aujourd'hui, à l'échelle du SICTOM, il n'y a que 31% des déchets qui nous sont apportés qui sont véritablement valorisés. Et le reste en matière, et le reste est incinéré, transformé en énergie, etc. On enfouit très très peu, 6% environ à peu près. Donc sur ce sujet-là, on est à peu près tranquille. Mais les progrès du tri ont de beaux jours devant eux, Il ne peut pas y avoir de marché du recyclage, il ne peut pas y avoir d'économie circulaire véritable tant qu'on n'a pas plus de tri et donc plus de matières premières secondaires à apporter sur le marché. Donc on pourra raconter tout ce qu'on veut sur l'éco-conception. Si on ne trie pas plus, alors les modes de tri peuvent être différents, les modes de collecte peuvent être différents, tout ça est perfectible. Mais néanmoins, ce sont les volumes qui détermineront les succès de l'économie circulaire et le succès de l'économie du recyclage et de la valorisation en matière. On peut se raconter tout ce qu'on veut. Au début, il y a l'habitant, le citoyen qui doit trier. Et c'est bien la difficulté du modèle du tri à la source. Ça a été un choix qu'ont fait les pays européens il y a à peu près une vingtaine d'années. On peut difficilement revenir dessus et désormais, il faut continuer à porter l'effort. Mais c'est compliqué. Merci Caroline pour ce témoignage. Emmanuel Ledoux, est-ce que la loi peut nous aider et où en est la France dans son arsenal législatif, on va dire? Alors la loi peut très clairement nous aider. Enfin, la loi, elle construit des ambitions, elle donne des objectifs et donc elle force d'une certaine façon les acteurs à s'engager. Et puis ça donne aussi de la lisibilité, je pense en particulier aux acteurs industriels. Enfin, voilà, ils savent dans combien de temps il faut réduire, changer, etc.
Alors la France, nous, on n'est plutôt pas si mal positionné. Enfin, on fait partie des pays qui ont donc une loi spécifique sur l'économie circulaire, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été promulguée début 2020. Je pense qu'on peut dire aussi que dans la loi climat, la dernière, il y a eu à nouveau des efforts portés sur les questions d'économie circulaire et de meilleur usage de nos ressources. Pour autant, enfin, voilà, faut pas tout attendre de la loi. Enfin, je pense que ça a été très bien dit par Caroline Schall. Enfin, le tri à la source, le tri des déchets, etc. Enfin, c'est dans les textes depuis longtemps. On a une organisation territoriale qui le permet. À ce stade, il faut que tout le monde soit vraiment en capacité de s'investir et que ça fasse partie, ça a encore été une fois très bien dit, de notre vie quotidienne. Enfin, on est encore là, parfois, à pousser des comportements qui devraient être parfaitement intégrés. Assimilés. Après, là-dessus, je pense qu'il y a peut-être aussi un sujet qui est un sujet au fond d'incarnation. C'est-à-dire que tout ça est très éclaté. On a nos déchets ménagers d'un côté, on va parler du plastique, enfin nous, comme citoyens, quotidiennement, on n'en a pas tant que ça, mais bon, on voit bien qu'il y a un sujet à l'échelle mondiale. On parle des déchets du bâtiment, le plus gros fournisseur de déchets, c'est quand même le bâtiment, mais tout ça est très éclaté. Finalement, de voir chacun sa part là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Nous, c'est pour ça, alors aussi dans une logique d'éducation, on essaye de travailler sur quelque chose qui rassemble tous ces enjeux d'économie circulaire sur un seul lieu qui soit signifiant. Donc nous, à ce titre, on travaille... donc l'institution, l'association que je dirige, sur l'école. En disant, une école, tout le monde voit qu'elle peut-être ça, tout le monde y a été, ses enfants qui y vont, etc. Enfin, c'est un espace qui parle. Et finalement, dans une école, on peut à peu près tout faire en économie circulaire. Une école, on va la construire, on va la rénover. Il y a les questions d'approvisionnement énergétique, il y a ce que je vais acheter comme crayon, comme bic, comme papier, comme banc, comme chaise, la boucle alimentaire à la cantine, ce que j'apporte, ce que j'achète, circuit court, bio, que sais-je, comment je traite aussi les questions de déchets. Et donc on a cette idée d'avoir sur un seul espace tout ce qui peut être fait en matière d'économie circulaire et donc qui nous amène à repenser nos comportements après, derrière, comme professionnels, intervenant dans des activités économiques. Ou comme citoyen dans sa maison. Parce que là, je pense que parfois, on est un petit peu perdu. Et ça a été dit aussi, rentrer exclusivement sur les valeurs, à un moment, ça devient compliqué. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais en jury, présenté, c'était une lessive qui était super à tout point de vue, social, environnemental, économie circulaire, etc. Sauf que dans la façon dont elle était vendue et proposée, ils avaient juste oublié d'écrire que si elle l'avait bien ou pas, quoi. Et l'usage. L'usage, voilà. Moi, j'achète de la lessive, toute chose égale par ailleurs, je vais acheter la mieux environnementalement. Mais encore faut-il qu'elle lave. Je ne vais pas acheter un truc qui ne marche pas sous prétexte que les valeurs sont formidables. Et c'est peut-être ça aussi, à un moment, de remettre l'église au milieu du village, je ne sais pas, mais de se dire, voilà, on est aussi sur une logique d'usage, et il faut avoir de la compréhension sur tout ça. Et si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, c'est un petit peu compliqué. Après, sur le tri, je pense que tout le monde a bien compris. Alors, ce n'est pas toujours simple. On l'a vu au moment du confinement, on s'est retrouvé effectivement chez soi, parfois un petit peu noyé sous les déchets. Ça amène potentiellement à changer sa façon d'acheter. Mais oui, ça nous a permis aussi de comprendre pourquoi on était censé faire tout ça. Très bien, donc la question du sens, la question forcément de l'usage aussi, pourquoi on fait les choses. Et voilà. Vous avez abordé la question du plastique. Est-ce que plastique et économie circulaire font bon ménage ou pas aujourd'hui? Alors, bon ménage, ça dépend un peu. On en parlait. Sous quel sens on l'envisage? Une partie, alors ça c'est plutôt Caroline experte, mais une partie des plastiques se recycle bien, pour peu qu'ils soient triés. La question de la consigne qui a pu se poser. D'autres plastiques sont plus ennuyeux en termes de gestion. Je pense que sur le plastique, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, vous vous souvenez probablement, dans la loi AGEC, a été déterminée la mesure de fin du plastique à usage unique à horizon 2040. Et là, il y a eu des réactions qui étaient très, très contrastées. Du côté citoyen engagé, c'était « mais vous êtes malade, c'est demain qu'il faut le faire ». Parce qu'évidemment, en tant que citoyen, si on regarde, on se dit quand même, l'emballage de mon sandwich, des pommes, des machins, c'est pas si compliqué.
Du côté des industriels, c'était oh là, vous êtes malade, 2040, on n'y arrivera pas, parce que le plastique, s'il a été utilisé, il y a quand même des raisons. Hein. C'est hygiénique, c'est léger. Donc évidemment qu'il y a un problème qu'on est noyé sous le plastique, qu'il faut envisager des solutions alternatives. Alors soit meilleur recyclage, donc ça on revient un peu aussi à notre question du tri, hein. Des innovations techniques, technologiques qui vont nous permettre aussi de mieux recycler, la diminution à la source, mais après... balayer, parfois j'ai un peu cette impression-là d'un revers de la main en disant bon, voilà, une fois qu'on a décidé stop au plastique, c'est simple. Bah, c'est pas si simple. Hein. Aller filmer une palette, comment on fait sans plastique. Donc il y a pas mal. Je pense qu'on n'a pas encore fait l'état des lieux complet de quoi on parle. Quand on dit fin du plastique à usage unique, on parle de centaines de milliers de références. Donc là, il y a un vrai effort à faire d'accompagnement des industriels. Et de mise en place de solutions qui permettent une alternative. Et encore une fois, en partant du principe, les gens ne sont pas de mauvaise volonté. Enfin, il n'y a personne qui se dit « Oh là là, moi, mon objectif, c'est que le 6e continent plastique il soit encore plus gros. » Enfin, voilà, ou qu'on soit noyé, ou que des pays entiers soient complètement dévastés par le plastique. Mais en partant du principe que les acteurs sont de bonne volonté, maintenant, trouvons les solutions pour y arriver. Et comment on accompagne ces acteurs voilà, aussi. ça serait si simple, ça serait fait en fait. Hein. Et là, voilà, est-ce qu'on est capable vraiment de mettre sur la table ce qu'il faut économiquement, ce qu'il faut en termes d'accompagnement des changements de comportement, une vraie régulation pour que ça arrive en vrai. Hein. Très bien, merci. Une réaction peut-être, Caroline Schall? Oui, plusieurs. Déjà, parlons 2 secondes de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire les ODD. Les ODD, 17 ODD, pas un seul qui parle des déchets. Eh bien oui, il y en a un merveilleux sur l'eau, le numéro 6, et il y a le 11 et le 12, la consommation, les villes, etc. 169 cibles, 5 fois dans les 169 cibles est écrit le mot déchet. C'est quand même un peu maigre. Donc, ça veut dire que dans l'agenda 2030, et on ne va pas partir du principe que les gens qui ont rédigé les 17 ODD n'avaient rien à faire des déchets, loin de là. Mais le déchet, c'est ennuyeux. Parce qu'il n'y a pas de solution, c'est pas drôle, c'est pas noble. Et puis, l'eau est quelque chose de vital, il n'y a pas d'eau, on meurt, hein, c'est réglé. L'eau n'est pas traitée, hop, on a le choléra, au revoir. Le déchet, on vit moins bien sur une montagne de déchets, ça c'est sûr, c'est pas rigolo. Mais le danger n'est pas aussi immédiat. Résultat des courses, dans nos 169 cibles, le déchet est traité d'un revers de la main, d'un revers de la manche. Il y en a un qui dit on va dire c'est les collectivités locales qui doivent se débrouiller, qui doivent les traiter, tiens, débrouille-toi. Et puis il faut les réduire, oui, c'est bien de les réduire. Et puis alors les déchets dans la mer, ouh là là, mon Dieu que c'est laid. Bon, une fois qu'on a dit ça, rien du tout dans les 169 cibles. Donc ça montre déjà comment en 2015, à l'issue de la COP21, le déchet était sous-estimé dans la part qu'il peut prendre dans la mise en œuvre d'une économie circulaire et dans la part qu'il prend dans la dégradation de l'environnement. On est à la fin de l'année 2021, ça fait pas longtemps, et on a eu une grande chance, en général, on regarde avec des yeux ronds quand je dis ça, mais c'est le plastique dans les océans. Ça a rendu service à tout le monde, parce que tout d'un coup, tout le monde s'est dit « Oh, mon Dieu, mais il y a des déchets partout dans l'eau, c'est horrible. » Oui, il serait peut-être temps qu'on se préoccupe de la question du déchet. Et finalement, le plastique dans l'eau a rendu service parce qu'il a fait, sans jeu de mots minable, émerger la question du déchet sur la scène publique. Une fois que ce déchet a été mis sur la table, là, comme on vient de se dire tous les trois, les solutions pour l'éliminer, pour le réduire et pour le traiter proprement, elles ne sont pas si évidentes. Et en plus, on ne va pas parler du traitement des déchets à l'échelle internationale, parce que alors là, on en a pour la journée. Donc, cette question du déchet, finalement, elle est assez récente. En tout cas, dans l'esprit du législateur, dans les grands mouvements de population, dans les grands mouvements de protestation, souvent à juste titre, de la jeunesse. Et
elle est tout à fait paradoxale parce que d'un côté, il y a les grands élans sauvons la planète, et puis de l'autre côté, les modes de traitement, il faut descendre la poubelle. Bon, pas moi qui le disais, c'est Jean-Yann. Mais qu'est-ce qu'ont fait les collectivités locales récemment? Elles ont étendu les consignes de tri. On a déjà simplifié le geste de tri en permettant aux usagers, c'est à peu près étendu à toute la France désormais, de mettre dans la poubelle de tri tous les plastiques. On ne leur demande plus de mettre l'emballage comme ci, l'emballage comme ça, le flacon, mais pas le film alimentaire. Allez hop, mettez tout là-dedans et les machines dans les centres de tri vont faire leur affaire de séparer les choses. À l'échelle du SICTOM, on a une petite amélioration. On a, allez, grosso modo, 10% de mieux en termes de volume de valorisation. Bon, le confinement ne nous a pas aidés, parce qu'on a eu plus de cartons, tout ça. Bon. Mais vous voyez, finalement, à l'échelle mondiale, le déchet n'a pas été envisagé il y a 6 ans. Et puis les collectivités locales se retrouvent avec les déchets sur les bras. Voilà. Donc ça fait partie des paradoxes, et c'est pour ça que je vous disais que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Je pense que le message est passé. De la traduction concrète de ce que vous venez de dire, on sait que par exemple on a une échéance qui est 2024, et en 2024 le tri à la source des biodéchets doit être généralisé pour l'ensemble des producteurs, les petits, les gros producteurs. Comment vous préparez au SICTOM à cette échéance pour la collecte et le traitement des biodéchets? Alors, cette échéance, nous, elle nous réjouit beaucoup, parce que les déchets organiques qui sont dans les poubelles de déchets résiduels, la poubelle d'ordures ménagères, celle qui n'a pas fait l'objet du tri à la source, ils n'ont pas vocation à être enfouis dans les territoires qui n'ont pas d'autre choix que d'enfouir ces déchets. Ils n'ont pas non plus vocation à être incinérés sur le territoire du SICTOM, parce que brûler de l'eau, c'est pas forcément malin. Donc, nous, on a tout à fait hâte et on a tout à fait intérêt à ce que les déchets organiques soient triés séparément par les habitants. Enfin, ça va encore leur faire une contrainte. Je ne sais pas si tout le monde va trouver ça follement rigolo. Et puis, intérêt à ce que les collectivités les collectent séparément. À quel coût? Ce n'est pas non plus très, très facile. Intérêt à ce qu'elles mettent en place des solutions d'évitement comme le compostage collectif, comme l'aide au compostage des particuliers. Mais enfin, ce n'est pas ça qui va traiter l'ensemble des déchets organiques. Et puis, nous, de notre côté, nous devons financer des installations industrielles, semi-industrielles, pour pouvoir traiter ces déchets et les valoriser en autre chose. Biogaz, compost. Tout ça, c'est des coûts. Tout ça, c'est du temps. Donc l'échéance de 2024, nous, elle nous arrange parce qu'on a absolument besoin que ce tri et que cette collecte et ce traitement séparé soient un succès. Voilà. Est-ce que ça va être un succès? On n'en sait rien. Très bien. On ne sait pas. Tout le monde se met en ordre de marche, tout le monde va dépenser énormément d'argent et on croise les doigts. Bien, on croise les doigts nous aussi. Merci Caroline. Je vous rappelle à la maison que vous pouvez interagir avec nos invités, leur poser toutes vos questions. Profitez-en et tout de suite on vient de recevoir une question pour vous, Emmanuel Ledoux. C'est vrai qu'on a parlé de la loi AGEC et une personne souhaite vraiment savoir ce qu'est la loi AGEC et quels sont ses principaux enjeux. Alors, la loi AGEC, oui c'est vrai, je ne vais peut-être pas juste citer l'acronyme, c'est la loi pour anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc c'est un texte qui est assez fondateur dans le secteur. La première fois où il y avait eu économie circulaire dans une loi en France, c'est en 2015. Donc là, 5 ans plus tard, une loi qui est exclusivement consacrée à cette question d'un meilleur usage de la ressource. Après, dans les mesures qu'il va y avoir dedans, alors elles sont très très diverses. On a déjà cité la question de l'interdiction du plastique à usage unique à horizon 2040. Dans les mesures importantes aussi et assez structurantes dans la gestion des déchets, vu que c'est ça aussi qui nous occupe aujourd'hui, il y a tout ce qui est interdiction de destruction des invendus, donc qui amène là les sacrées transformations aussi des modèles économiques. Enfin, bon, je fais simple, mais je suis une entreprise du textile. J'avais des surplus, je les donnais ou je les détruisais. Enfin, soit je les donnais, ça faisait œuvre sociale, je pouvais mettre ça dans mon rapport RSE, soit je les détruisais.
c'était pas génial. Là, je suis obligée d'en faire quelque chose. Donc ça transforme aussi mon modèle et ça peut éventuellement m'amener à me dire que peut-être j'ai trop produit ou à faire autrement. Donc destruction des invendus, il y a renforcement de tout ce qui est information du consommateur aussi. Alors bon, il y a encore des choses qui sont en discussion. Il y a les décrets d'application qui doivent encore sortir, mais par exemple, j'en parlais tout à l'heure, l'indice de réparabilité, durabilité est aussi issu de cette loi. Et un autre élément qui est assez important dans ce qui constitue l'économie circulaire en France, c'est le modèle des REP, responsabilité élargie du producteur. Donc, quand vous achetez par exemple un produit électroménager, vous savez, c'est l'écotaxe. Vous avez un petit quelque chose à rajouter pour la question du traitement de ces déchets. Donc c'est ça, enfin de ces futurs déchets. Et de ces produits à cette étape-là. Donc nous, les filières françaises sont beaucoup constituées autour de ça, de ces dispositifs. Donc qui là ont été élargis pour les dispositifs existants, donc les D3E, tout ce qui est déchets électroniques et électriques, les emballages plastiques, enfin les emballages, les vêtements, etc. Donc déjà là c'est élargi à ce niveau-là, en prenant en compte les questions de réparation par exemple dedans qui n'étaient pas forcément dans le cadre, mais ça va être aussi élargi à 15 autres nouvelles espaces en tout cas filières qui désormais vont rentrer dans ce type de dispositif, ce qui peut être assez structurant sur pas mal d'enjeux de traitement des déchets. Alors, celle dont on a le plus parlé en termes de nouvelles REP, ça va être par exemple tout ce qui est traitement des mégots, qui est un sacré sujet, mais c'est aussi les équipements sportifs, les jouets, donc une transformation vraiment du secteur qui s'opère au travers de la loi. Et puis c'est surtout celle dont on a encore plus parlé, et qui est peut-être la plus compliquée, la REP bâtiment. Donc là, pour tout ce qui est traitement des déchets du bâtiment, donc c'est en fonction des calculs, mais enfin en gros c'est 70% des déchets en France, donc c'est quand même assez majeur. Si on doit travailler sur les flux, c'est celui-là dont on doit s'occuper en priorité. Ça a des impacts locaux évidents, on voit bien les décharges sauvages potentiellement. Donc voilà, là il y a vraiment la volonté de reprendre toute la filière pour déjà mieux gérer les déchets, mais aussi amener à plus de réemploi, plus de recyclage, meilleur reconditionnement, etc. Je vais m'intéresser maintenant, j'aimerais qu'on parle de Teravox un petit peu plus, parce qu'on vous a présenté tout à l'heure, Frédéric Wilmart, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Quels sont les différents programmes de sensibilisation que vous mettez en œuvre chez Teravox pour faire en sorte que l'économie circulaire soit une ressource dans nos quartiers? Ok. En fait, avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur un point qu'a abordé Caroline sur le sujet des déchets qui émergent aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il y a une question, il y a un combat culturel à mener sur la question des déchets. Les déchets c'est vrai qu'ils sont encore un sujet tabou, ça dérange, en fait, c'est sale. Et je voudrais un peu remettre les choses en perspective par rapport à ce sujet-là. En fait, on a tellement cherché à être efficace et à bon escient dans la gestion des déchets qu'on en a fait un geste quotidien. Et en fait, c'est tellement quotidien que c'est devenu inconscient de jeter ces déchets à la poubelle. Et en fait, ce qui fait qu'on jette tous les jours environ 2 kilos de déchets à la poubelle. Et le soir même, en général, on ne sait pas ce qu'on a jeté le matin même. Parce qu'en fait, on n'y pense pas. Si je vous demande ce que vous avez jeté dans votre poubelle hier, normalement, vous ne savez pas me répondre. Sauf si vous êtes vraiment en pleine conscience à chaque minute de la journée. Et du coup, en fait, on a tout construit la gestion des déchets comme ça. C'est-à-dire que les déchets sont collectés en général à 5h ou 6h du matin quand les gens dorment encore. Ils sont envoyés dans des centres de tri ou des incinérateurs qui, à l'époque, étaient quand même à l'extérieur des grandes villes, même si avec le SICTOM, on fait maintenant des très beaux qui sont en milieu urbain. Mais que, quand même, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont jamais vu. Et en fait, c'est vrai que les déchets disparaissent par magie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on met nos déchets à la poubelle et en fait, on ne sait pas trop comment c'est collecté, on ne sait pas trop comment c'est traité. Et du coup, c'est un non-sujet. Et c'est vrai que maintenant qu'on veut traiter la question des déchets, notamment on nous demande pourquoi les jeunes ne s'engagent pas ou pourquoi. Et en fait, faut reconnaître qu'on a pas tout, on a fait tout pour que ce ne soit pas un sujet visible sur la table, comme disait Caroline.
Et du coup, il y a un travail à faire sur justement culturel, quoi. Sur le déchet doit revenir, enfin, on doit construire une culture en fait du déchet, de l'économie circulaire, culture commune, un langage commun, et que voilà, que ce soit que tout le monde puisse en parler, que tout le monde connaisse les enjeux. Enfin, voilà. Donc, enfin voilà, je voulais quand même mettre, enfin voilà, rappeler que on est au tout début d'une nouvelle culture commune des déchets, quoi. On a tout fait pour que ça n'existe pas. Et comment agit TerraVox en fait pour sensibiliser, pour faire comprendre, avant de faire prendre conscience? J'ai bien compris que l'enjeu est pédagogique. Voilà, nous, notre enjeu, c'est en fait, c'est vraiment de, comme je le disais au début, c'est de donner en fait une valeur concrète aux gestes de tri, aux éco-gestes, au recyclage, à l'économie circulaire. C'est de recréer une culture commune sur les déchets. Et en fait, on veut donner au grand public, on le fait dans les quartiers, on le fait dans les grandes villes denses, parce que c'est là où il y a le plus grand problème sur les déchets, les outils et méthodes pour en fait vivre l'expérience de l'économie circulaire et se rendre compte que les déchets peuvent avoir un intérêt pour notre cadre de vie. Donc on fait de la sensibilisation, de l'information de masse en porte-à-porte, en déambulation, mais on fait aussi justement des ateliers pratiques pour que les gens puissent vivre l'expérience de l'économie circulaire. Donc, par exemple, sur l'action du plastique, on a un Fab Lab itinérant inspiré du concept Precious Plastic où les gens vont pouvoir transformer eux-mêmes leurs déchets plastiques en mobilier urbain, ou en table de ping-pong, en banc pour la résidence ou en bac de végétalisation pour le jardin partagé. On a un atelier pareil de bricolage à partir des encombrants. On a un parcours d'engagement pour apprendre à mobiliser ses voisins autour d'un composteur partagé, apprendre à utiliser un composteur et le mettre, utiliser le compost pour ces espaces verts. Et en fait, ça c'est important pour moi parce que c'est pas important pour les volumes. Effectivement, les volumes traités sont tellement immenses que la ville de Paris ne pourra jamais traiter ses biodéchets avec des composteurs collectifs. Il faut de l'enlèvement en porte-à-porte, en porte-à-porte volontaire à grande échelle. Mais en fait, les symboles sont importants et Emmanuel en parlait sur l'école. L'école, c'est le symbolique. En fait, il nous faut des lieux symboliques dédiés à l'économie circulaire, comme des composteurs partagés qui vont occuper l'espace public, comme des ressourceries, comme des Fab Labs, des Repair Cafés, enfin, des lieux qui nous permettent d'habiter la ville autrement, qui nous permettent de prendre conscience que l'économie circulaire est réelle à la portée de tous, et en fait qui vont modifier aussi notre imaginaire sur les déchets. Et là, j'en reviens combat culturel, quoi. Pour moi, c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et en fait, on est en train de voir que ça change doucement dans les grands usages. On l'a vu avec l'essor du Bon Coin, par exemple. Aujourd'hui, Vinted, là, par rapport à la fast fashion, il y a une époque, les gens n'achetaient jamais des fringues de seconde main, quoi. Aujourd'hui, c'est quasiment acceptable. Enfin, c'est même de plus en plus acceptable. Après, ça ne veut pas dire, ça ne doit pas être un prétexte pour qu'on en achète toujours plus, pour en revendre toujours plus. Mais pareil sur l'électronique, avec Back Market, il y a de plus en plus de gens qui n'ont aucun scrupule à acheter des téléphones ou des ordinateurs de seconde main, alors qu'avant, il fallait du neuf, il fallait montrer qu'on avait le dernier et tout ça. Et on est rentré dans alors une après, économie, tout n'est pas résolu non plus, mais on sent que les perceptions quand même sont en train de changer. Très bien, merci. On parle beaucoup du coup de la responsabilité en tant que citoyen, mais avant de consommer différemment, ne faudrait-il pas produire différemment, Emmanuel Ledoux, de l'économie circulaire à l'industrie circulaire? Je ne sais pas si ça se dit l'industrie circulaire, mais en tout cas, ça me semble la suite logique. Quid de l'avenir en fait On espère que ça se dit, vu qu'on a sorti une étude là-dessus il y a très peu de temps. En fait, moi, là-dessus, j'ai envie de faire le lien avec ce qui vient d'être dit. C'est super d'acheter de la seconde main. Pour autant, il faut que ça soit en état
de continuer sa vie. On parle de Vinted, enfin, un t-shirt qui a perdu toute tenue, enfin, voilà, les coutures qui rétrécies, etc. Au bout de 3 lavages, il ne repartira pas sur Vinted. Donc, si on est dans cette logique de durée de vie, d'allongement de la durée de vie des produits, et qu'en face, il y a des consommateurs que ça intéresse, c'est vrai que maintenant, il peut y avoir presque une forme de snobisme, mais c'est très bien, hein, du vintage, de la seconde main, etc. Il faut avoir des produits qui sont conçus pour durer. Et donc là, ça amène forcément à une transformation industrielle, des process industriels de fabrication. Mais plus largement, effectivement, reposer complètement la question de l'industrie, pas complètement, reposer en tout cas la question de la façon dont ça se passe est hyper intéressante en termes de volume. Parce que, évidemment, on a besoin de symboles, mais on a aussi besoin de transformer les gros flux. Et ça, l'industrie, la production, c'est quand même l'espace où ça peut se passer. Et pour ça, c'est vraiment toute la chaîne industrielle qu'on doit repenser. Alors, pour une raison toute simple, déjà, c'est-à-dire que si on parle juste du cœur d'usine, c'est 5% de l'empreinte environnementale seulement sur un produit. C'est très peu. Enfin, c'est très peu. Beaucoup, mais en tout cas, la plupart des efforts ont déjà été faits à ce niveau-là. Maintenant, il faut vraiment se poser la question de l'amont et de l'aval. Donc, comment on gère nos approvisionnements, quels sont les produits. Pour un téléphone portable, le produit a été cité, enfin, c'est 90%, je crois, de l'empreinte environnementale, c'est l'extraction. Hein. Donc, derrière, si c'est extrait et que ça ne sert qu'une fois, c'est quand même un peu trop dommage. Donc après, soit on recycle bien, soit on réemploie, on répare, on conditionne. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, ça ne peut pas être juste j'extrais, je produis, je jette, comme ça a été le cas assez longtemps. Donc il y a vraiment tout ce travail à faire là-dessus, sur la meilleure gestion de la ressource. Effectivement, voir comment on est en capacité de travailler avec des produits qui sont des produits recyclés. On a ça dans le bâtiment, on a ça dans d'autres domaines. De travailler aussi sur les modèles économiques, l'économie d'usage, qui peut se poser dans pas mal de domaines. Et pour ça, on a des acteurs qui sont industriels, qui ont été amenés à vraiment transformer leur modèle pour poser la question de la ressource de façon plus centrale dans leur modèle économique. Puis bon, alors je le rappelle, on a un vrai sujet en plus de sécurisation des approvisionnements. Donc, là, cette dernière année, on a eu une accélération des transformations, en tout cas des réflexions là-dessus, qui est assez significative. Très bien. Une réaction peut-être, Caroline Schall? Oui, une réaction du point de vue du service public. Beaucoup de structures de réemploi qui ont à la fois cet réemploi, recyclage, réutilisation, etc., qui ont cette énorme vertu d'avoir accéléré la sensibilisation des habitants, en particulier localement, et d'avoir néanmoins traité quelques volumes. Ces structures, elles vivent beaucoup de financement public. Ces structures, elles n'ont pas encore trouvé un modèle économique viable qui leur permette de se passer de financement public. À un moment, ça va s'arrêter tout ça. Donc, c'est là aussi où le temps nous est compté collectivement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur le financement public, c'est-à-dire le financement par les contribuables. Hein. Ce n'est pas de l'argent magique, donc ce sont les impôts qui financent un certain nombre de structures, qui ont un intérêt évident. On travaille beaucoup en partenariat avec elles parce qu'elles ont toutes ces qualités, mais à un moment, il faut que tout le monde trouve son modèle économique. C'est comme le recyclage, c'est comme la protection de la ressource, c'est comme le marché des matières premières secondaires. Le moment n'est pas encore venu pour ça. Donc les pouvoirs publics continuent leur effort, etc. Mais à un moment, derrière tout ça, les modèles vont devoir se transformer et se transformer assez vite. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et si un jour le robinet des financements est fermé, on va tous être bien embarrassés. Très bien. Je m'adresse à vous trois maintenant. C'est la thématique de cette matinée, co-construire l'avenir de la coopération à l'action. Alors, dans vos domaines respectifs, qu'est-ce qui fonctionne concrètement en matière de coopération, de partenariat respectifs, et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Frédéric Wilmart, je vais commencer avec vous. Ok.
Bah, ça tombe bien, parce que comme ça, je vais rebondir sur ce que vient de dire Caroline. En fait, nous chez TerraVox, on monte des programmes en fait, de mobilisation de communautés pour créer des projets circulaires. Donc, on fait souvent on fait dans le 75, on fait beaucoup dans le 93, dans le 91, dans le 78, sur des territoires qui sont politiques de la ville souvent. Pourquoi? Parce que en fait, là, on parle beaucoup de réduction des déchets, mais on est là aujourd'hui pour les ODD, et la démarche des ODD, elle se veut transverse. Et en fait, nos programmes, ils ont un impact sur la réduction des déchets, qui n'est pas l'impact premier finalement, comme on vient de le dire, mais ils ont aussi un impact sur le lien social, parce qu'ils permettent d'habiter la ville autrement. C'est quand on va se réunir pour fabriquer quelque chose pour son cadre de vie, comme du mobilier urbain à partir de déchets plastiques comme un banc, ou quand on va se réunir autour d'un composteur partagé, et ben on va créer du lien avec ses voisins, et ce lien-là, il a une valeur, surtout après 2 ans de Covid. On voit que c'est les quartiers avec la densité de lien social la plus forte qui ont le mieux résisté à la crise, aussi parce que des mécaniques de solidarité se sont mises en œuvre. Et on ne peut pas toujours compter sur l'action publique, comme vient de le dire Caroline aussi. Donc nous, on a des projets qui font la réduction des déchets, du lien social, de l'amélioration du cadre de vie, parce qu'un composteur partagé, parce que du mobilier urbain, parce que un jardin partagé, ça permet de mieux vivre son cadre de vie et d'y être plus attaché et d'en prendre mieux soin. Et on a aussi des impacts sur la solidarité, parce que l'économie circulaire, ça doit être aussi une opportunité d'emploi, notamment pour les publics fragiles. Et certains territoires, dans le 93, nous demandent de réfléchir à des synergies entre territoire zéro chômeur et territoire zéro déchet. Parce qu'il y a des métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont liés à l'économie circulaire et qui peuvent embarquer des gens qui sont peu qualifiés. Et du coup, on travaille sur l'insertion et sur ces territoires zéro chômeur. Et du coup, pour revenir à la question sur la coopération, nous, on vend des programmes à des collectivités. En fait, on est financé par plusieurs types de partenaires. Des collectivités à compétences collecte, des collectivités à compétences développement économique et politique de la ville qui travaillent sur le lien social. Des bailleurs sociaux aussi abondent nos programmes parce que en fait, on a un impact sur le cadre de vie. Et même les CAF parfois peuvent être intéressés à participer à nos actions parce qu'on a un impact justement sur le lien social, sur le lien parent-enfant, etc. Et du coup, il faut décloisonner. En fait, l'économie circulaire, elle a un impact social et environnemental et aussi économique. Il y a des nouveaux modèles économiques à trouver. Et du coup, il n'y a pas que les collectivités à compétences déchets qui doivent financer ça. Parce qu'effectivement, le seul service public, la seule TOM, c'est pas la seule taxe dans les ventes des ordures ménagères de financer en fait, le lien social, le développement des emplois de demain et le cadre de vie. Donc voilà, on a des expérimentations comme ça avec plusieurs financeurs sur des territoires et il faut dupliquer, il faut aussi encourager les collectivités à décloisonner et à faire plus de partenariats dans ce sens-là. Très bien, merci voilà. Frédéric Wilmart. Caroline Ledoux. Emmanuel Ledoux, je ne vais pas y arriver. Ça nous flatte que vous nous confondiez. Oui, voilà. Ouais. Alors la coopération dans l'économie circulaire, c'est même théorisé, c'est un peu à la base, ça s'appelle l'écologie industrielle territoriale et c'est cette logique de travail en synergie d'entreprise avec les déchets de l'une vont être les ressources de l'autre. Alors on voit ça en matière énergétique, mais enfin, bon, ça peut être assez large. Donc il y a tout ce travail qui est mené sur le territoire depuis assez longtemps. Ce n'est pas forcément très connu, mais ça peut pas mal fonctionner. Après, plus largement, et ça a été très bien rappelé, l'économie circulaire, le travail sur la ressource, ça a forcément plus de sens quand ça se passe dans un échelon local et territorialisé. Donc d'avoir ce travail entre la collectivité organisatrice, potentiellement dans ses actes de commande publique, hein, pas que traitement des déchets, la façon dont une collectivité va acheter va avoir un impact sur la vie économique. Ça va amener aussi une modification de l'offre, des possibilités d'investissement des citoyens, des consommateurs un petit peu différents. Donc vraiment, cette dynamique de coopération territoriale pour arriver à avoir en même temps sur des solutions circulaires, des solutions sobres, des solutions économes en ressources, qu'on ait à la fois l'offre, la demande et l'organisation territoriale qui va bien, c'est là où on voit qu'on a les plus gros enjeux
de coopération. Alors ça marche bien dans certains cas, ça marche moins bien dans d'autres cas, parce que c'est des comportements à changer, que là, globalement, enfin, je pense à commande publique, mais enfin, c'est aller expliquer à des acteurs qui travaillent très bien depuis 20 ans que c'est super ce qu'ils font, mais on va faire complètement différemment. C'est pas forcément simple. On est aussi sur des organisations ou sur les questions environnementales, on peut être dans une forme d'entre-soi quand même. Hein. Les acteurs de l'économie circulaire qui se réunissent, on utilise des mots compliqués, on se dit que décidément les autres sont nuls et ont tout mal compris. Bon voilà, il faut qu'on sorte un peu aussi de cette zone-là, et puis pour aller convaincre en dehors, hein, que ce soit dans les collectivités comme dans les entreprises. Hein. Il se trouve que le directeur du développement durable, c'est rarement le chef du directeur de la stratégie ou de la direction des achats ou des RH. Hein. Donc voilà, il faut que ces sujets aillent chercher ailleurs. Donc la coopération, elle passera aussi par là, quand ça ne sera pas juste, pour l'économie circulaire, on va voir Gérard, c'est le bureau là-bas, enfin, tout le monde se sent concerné. Dans toutes les strates de l'entreprise. Exactement. Très et bien. Des collectivités. Okay. Caroline Schall. Déjà, vous avez l'ODD 17 qui est fait pour. L'ODD 17, c'est l'ODD qui présente toutes les possibilités de partenariat, de coopération, etc. Les coopérations, les partenariats, on en est vraiment des exemples, là, tous les trois. On travaille ensemble, on échange, on se rencontre, etc. On passe notre temps à travailler ensemble pour un but commun. Une collectivité locale de traitement, un syndicat mixte de traitement, c'est un bel exemple de partenariat. Il n'empêche qu'à l'intérieur, entre adhérents, on doit sans arrêt se convaincre et pour ne pas faire prévaloir les intérêts de l'un par rapport à l'intérêt de l'autre. Et c'est tout à fait normal, parce qu'au bout d'un moment, les questions de financement, les questions de coûts font que le partenariat, il achoppe à ce moment-là, quand il n'y a plus de sous à mettre en commun. Bon. Néanmoins, je ne connais aucun acteur du développement durable ou de l'économie circulaire qui envisage de continuer son activité seul. Donc les coopérations, elles sont inévitables. Elles prennent le temps qu'elles prennent pour se mettre en place. Mais s'il y a un sujet dans lequel la notion d'agir ensemble ou de réfléchir ensemble est un peu la base de notre travail, c'est quand même le domaine de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire. Bon, c'est une consolation, ça ne fait pas forcément tout avancer plus vite, mais au moins je ne connais personne qui n'en soit pas convaincu. Alors après, comment ça peut marcher, c'est un autre sujet. Très bien, merci. Nous vous l'avons promis, nous sommes en direct et donc à la maison, parmi celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, certains se posent des questions, alors je les reçois au fur et à mesure. La première, celui ou celle qui veut répondre répondra. Y a-t-il une analyse permettant de voir la différence de gestion des déchets entre Paris et sa banlieue? Alors j'imagine qu'il est question de la densité de Paris, qui est une des villes les plus denses au monde, et sa banlieue. Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être vous, Caroline. Parce que Paris et la banlieue sont gérés par et sa proche banlieue, donc les 84 communes. 84 communes d'Île-de-France, dont Paris, confient le traitement de leurs déchets au SICTOM. Donc nous, on a cette vue et cette analyse-là. Il se trouve que Paris, dans certains quartiers de Paris, sont les plus denses du monde. Bon, donc déjà, c'est réglé. Nous, on traite l'urbain dense, avec certaines zones de notre territoire qui vont être plus pavillonnaires, etc. Mais il y a quand même une incroyable densité. Donc la différence des modes de traitement, elle se situe plutôt entre l'urbain dense et des zones moins denses et plus rurales. C'est tout simple. Le principe qui régit le traitement des déchets sur le territoire du SICTOM, c'est on traite les déchets là où on les produit. On ne va pas aller envoyer les déchets du 92 se faire traiter en Seine-et-Marne ou dans le Loiret. Ils ne le prendraient pas bien et ils auraient raison. Résultat des courses, on construit toutes nos installations sur notre territoire. C'est pour ça qu'on a 3 usines de valorisation énergétique à Paris, aux portes de Paris, et nos 6 centres de tri sont situés dans Paris ou dans la toute proche couronne. Donc la différence, elle est là. On ne fait pas d'enfouissement. Pourquoi? On n'a pas de foncier pour ça. On ne saurait pas où le mettre. Donc, en plus que bon, l'enfouissement, c'est quand même pas la meilleure des solutions. Mais de toute façon, on ne pourrait pas, on n'a pas la place, on ne saurait pas où le mettre. Dans certains territoires plus ruraux,
Franchement, si vous n'avez pas les réseaux de chauffage, vous n'allez pas vous construire une usine de valorisation énergétique. Vous en feriez quoi de votre chaleur et de votre électricité? Donc l'enfouissement est une solution, somme toute, peut-être pas terrible, mais naturelle, avec toutes les précautions d'usage. Bon, les industriels ont fait beaucoup de progrès, etc. Donc ce sont les contraintes qui déterminent, les contraintes géographiques, les contraintes d'infrastructure qui vont déterminer les choix de traitement. Donc l'analyse, elle est là. En fait, chacun fait comme il peut avec le territoire qu'il a à disposition. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse, Caroline Schall. Je pense que la question est pour vous, Frédéric Wilmart. Y a-t-il un programme éducatif au sein des classes de cycle 3, c'est précis, pour appréhender ces enjeux auprès des plus jeunes? Oui, enfin... Oui, il y a des en fait, la question des déchets, du tri des déchets, il revient régulièrement dans le programme scolaire, soit dans les programmes Sciences et Vie de la Terre, soit dans les programmes Sciences et Technologies. Enfin, il y a pas mal d'outils éducatifs qui sont mis à disposition des professeurs, soit par l'Éducation nationale, soit par des partenaires, des associations qui créent des outils pédagogiques dont les profs peuvent se servir. Donc ça existe. Après, en fait, l'éducation, c'est un des outils dont on a à disposition, mais ce n'est pas le seul. Moi, je voudrais revenir là-dessus. C'est vrai que je crois que Caroline disait qu'il faut 20 ans pour former une génération, donc ce n'est pas un temps dont on dispose. Et en plus, l'impact de l'éducation est limité. Par exemple, on a des cours d'éducation de citoyenneté, de service civique, d'éducation civique depuis des dizaines d'années. Les gens votent de moins en moins. Donc on voit qu'il y a d'autres choses qui se jouent entre l'éducation et finalement nos comportements. Nous, on étudie ça parce qu'on fait une thèse, on a un doctorant chez TerraVox qui fait une thèse sur les sciences comportementales, et c'est une thèse qui est cofinancée par la région Île-de-France et l'éco-organisme Citeo, et en fait qui s'intéresse à ça. Le geste de tri ou les gestes de la réduction des déchets sont en fait des habitudes, autrement dit des normes sociales. Et en fait, tout l'enjeu aussi, c'est en dehors de l'éducation, c'est de voir comment on peut faire passer une nouvelle norme sociale dans nos pratiques de tous les jours. Et ça, c'est à ça que s'intéresse la psychologie sociale. Parce que nos gestes du quotidien sont en fait régis par notre cerveau rapide, notre cerveau automatique. En fait, on ne pense pas à notre éducation, on ne rationalise pas ça. Quand on doit acheter un tel truc ou pas, consommer tel truc ou pas, trier ou pas, on le fait parce que nos voisins le font, ou parce qu'on a l'impression que justement c'est pour être en cohérence avec la culture dominante du quartier ou de la société. Donc il faut que, je pense, dans les campagnes aussi de communication, de sensibilisation, on travaille beaucoup plus aussi sur tout cet écosystème qui va faire d'une norme une norme sociale acceptée dans un endroit donné. Avec un sentiment d'appartenance finalement. Voilà, typiquement, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'attachement au lieu sont des choses qu'on travaille. Et si on a si dans notre quartier, on se convainc qu'en fait c'est un quartier qui est propre, dont on veut prendre soin, où la norme c'est le tri, on va le faire. Si on n'a pas cette représentation-là de notre quartier, on ne va pas le faire. Et parfois, c'est des représentations, donc il faut travailler dessus. Très bien, le message est passé. Une dernière question justement à propos des gestes quotidiens, très concrète. Est-ce que le bac jaune, depuis qu'il est devenu unique, porte ses effets? Quels sont les effets au niveau de son utilisation? Caroline qui pourra dire. Je parlais tout à l'heure de l'extension des consignes de tri. Je disais, il y a quand même un frémissement parce que ça a simplifié le geste de tri. On n'a plus à se poser la question de la nature de l'emballage, du moment que c'est un emballage, du moment que c'est un papier. Allez hop, vous mettez tout là-dedans et les centres de tri se débrouilleront pour séparer le bon grain de livret et d'orienter vers les filières de valorisation ce qui est valorisable. Bon, ça simplifie le geste pour ceux qui triaient déjà. Nous n'avons pas d'études aujourd'hui qui nous démontrerait que ça a incité des gens qui ne triaient pas à trier. Voilà. Donc c'est un peu la limite de l'exercice.
Mais il y a un frémissement sur les tonnages. Oui, alors encore une fois, le confinement fait qu'on manque un peu de recul. Mais je pense que dans un an, on aura déjà une petite idée du pourcentage d'augmentation des volumes qui sera entre 5 et 10. Très bien. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Pour conclure ce premier temps d'échange ce matin, je m'adresse à chacun d'entre vous. Si vous aviez un message à faire passer en faveur du développement durable, et évidemment là aujourd'hui notre sujet c'est la gestion des déchets, à qui vous adresseriez-vous et quel serait-il? On commence avec vous, Emmanuelle Ledoux. C'est compliqué de choisir à qui s'adresser. Je pense que là, et puis c'est quand même l'objet au moment où, aux semaines du développement durable, etc., s'adresser aux citoyens. Enfin, voilà, on a renforcé l'information du consommateur, on a simplifié les consignes de tri, qu'effectivement c'est peut-être moins punitif que ce qu'on pense, et on dit l'éducation ne fait pas tout, les cours, etc. C'est vrai, ce qui transforme aussi beaucoup de choses, c'est l'exemplarité. Donc, il ne s'agit pas de te pourrir la vie au quotidien, mais essayer quand même de faire de son mieux pour que tout ça devienne des automatismes, que le papier, finalement, on se dise que la bonne couleur, c'est gris clair et pas forcément blanc éclatant, que tout ça, finalement, ça va bien se passer, et peut-être de ne pas être effrayé en disant, ce qu'on peut entendre un peu maintenant, mais c'est trop tard, c'est trop machin, donc ça vaut quand même encore le coup d'y aller, parce que c'est des processus de pensée qui auront aussi un impact derrière dans sa vie professionnelle, dans sa façon d'investir ces différentes places dans la vie en tant que citoyen. Donc c'est important, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Merci. Frédéric Villemin. J'aime bien cette idée d'exemple. Moi, je m'adresserais aux collectivités locales qui ont la compétence collecte, mais pas seulement. Je pense qu'il faut effectivement, il ne faut pas parler des déchets, à mon avis, comme une injonction qui s'adresse à la responsabilité individuelle de chacun. Je vois encore beaucoup trop de campagnes de communication où ne jetez pas par terre, c'est sale, ça ne se fait pas, etc. Parce que ça marche pas, ça marche pas. Il faut, je vous encourage à imaginer des modèles justement enthousiasmants. Et en fait, il faut parler des déchets. Il faut en parler beaucoup. Ça doit rentrer dans la culture commune. Et puis, il faut faire des projets justement qui sont enthousiasmants, qui apportent du lien social, de la convivialité, de la joie de vivre. Parce qu'en fait, on ne va pas se mobiliser parce qu'il y a un compte à rebours et on a l'impression que si on ne fait pas dans les 5 prochaines années, après, c'est trop tard. Ça, c'est le cerveau déteste il va préférer en fait faire le blackout plutôt que de se mettre en ordre de marche pour courir contre la montre. En revanche, on va se mobiliser parce qu'on a l'impression que ça va nous permettre de mieux vivre au quotidien, de mieux vivre notre vie. Et du coup, en fait, l'économie circulaire est un excellent prétexte pour faire des projets comme ça. Un composteur partagé, un jardin partagé, aller de temps en temps dans un Fab Lab, dans un hypercafé avec ses enfants, avec ses amis, faire des projets comme ça à partir de nos déchets pour améliorer notre cadre de vie, pour créer du lien. Ça ne va pas traiter tous les volumes, mais en fait, ça va donner l'exemple et ça va donner un exemple positif, enthousiasmant de l'économie circulaire. Et c'est comme ça qu'on va changer nos imaginaires et tout part de là pour moi. Très bien, donc susciter l'envie, le désir exactement. Pour se mettre positif, tous ensemble. Enthousiasmant. Même si nous, souvent, représentants du développement durable ou de l'écologie, on est un peu parfois pris de panique. On est tenté par la psychose, on ne va jamais y arriver, on va droit dans le mur. C'est vraiment pas comme ça qu'on mobilise tout le monde, quoi. Donc il faut sortir de ça. Le message est passé. Pour conclure, Caroline Schall, je vous laisse la parole. On est des optimistes, vous l'avez vu. Donc il y a 10 ans, on ne parlait pas de ces sujets. Tout le monde s'en fichait. C'était même pas l'omerta, ça n'avait pas atteint notre cerveau. Donc les collectivités locales faisaient leur boulot en éliminant les déchets, parce qu'encore une fois, c'est ce pourquoi elles sont mandatées, c'est l'élimination des déchets,
On est passé de l'élimination au traitement, à la valorisation. Maintenant, on s'occupe, enfin, tout le monde s'occupe collectivement en partenariat donc, de prévention, de réduction. On ne peut pas dire que les législateurs ne s'en mêlent pas. Parfois, il y a même trop de lois dans tous les sens. On ne peut pas dire que l'Europe ne s'en mêle pas. Franchement, le travail que fait l'Europe est relativement admirable. Pour une fois qu'on peut ne pas critiquer, donc on peut être content. On a les ODD, c'est pas parfait, mais bon. On a les COP, c'est pas toujours parfait, mais ça a le mérite d'exister. Franchement, on a quand même beaucoup de raisons d'être optimiste. Alors maintenant, ce qui est compliqué, c'est de faire le lien entre la poubelle et le climat. Le lien, il n'est pas évident, il n'est pas automatique et parfois il n'existe pas. Mais le lien entre la poubelle et la préservation de la ressource, lui, il est réel. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on reprise son pantalon dans le 18e qu'on va résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas ce qu'on demande aux gens. Mais occupons-nous déjà de ce qui se passe chez nous. Faisons les choses le mieux possible, sans injonction contradictoire. Et là, j'aurais peut-être tendance, en tant que collectivité locale, à m'adresser aux pouvoirs publics nationaux. On n'a pas parlé de l'affectation des taxes, on n'a pas parlé de la construction des budgets nationaux et en fonction des objectifs de développement durable. Là, il y aurait encore de gros sujets de finances publiques à aborder, mais ça va venir, ça va venir. Donc ne paniquons pas, on n'a pas énormément de temps avant de sauver la planète, mais au fond, personne n'en sait rien. Et ce qui est plutôt positif, c'est qu'on ne peut pas dire que les gens ne sont pas au courant et qu'on n'y travaille pas. Donc voyons les progrès. Très bien. Et les progrès, ils existent. Merci Caroline Schall, merci à vous tous pour vos engagements respectifs. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à nos partenaires engagés sans qui cet événement, cette première partie de matinée n'aurait pas pu avoir lieu, Decorum et LMA et notre partenaire technique, donc aujourd'hui qui nous accueille ici ce matin. Tous nos partenaires, je le rappelle, sont positionnés, c'est important, sur la norme ISO 20121 qui est la norme RSE appliquée au secteur de l'événementiel. Nous allons marquer une courte pause, on se retrouve d'ici 20 minutes avec une nouvelle table ronde. Nous allons parler citoyenneté mondiale avec Bérangère Gazagne, qui est responsable du développement durable chez Epson, et Julien Mast, directeur de Ygraine. Vous restez avec nous, on revient tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette matinée consacrée, vous le savez, au 6e anniversaire des objectifs de développement durable dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Alors, merci à nos invités présents sur le plateau pour ce deuxième temps d'échange et de partage. Nous allons nous intéresser ce matin à la question de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Avant de vous en dire plus, je vous rappelle que cet événement organisé par l'Agence Conseil en Communication et Événementiel et RSE, les Jardins de la Cité, est labellisé La France en transition par le ministère de la Transition écologique. Et vous le savez bien sûr, nous sommes en direct, alors je ne saurais trop vous conseiller d'interagir avec nos invités. Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous souhaitez et ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de chaque table ronde. Et puis pour permettre aux messages les plus constructifs d'essaimer, un seul hashtag ce matin, La France en transition. Et pour parler citoyenneté mondiale, je suis ravie d'accueillir nos deux invités. Bérangère Gazagne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable développement durable chez Epson. Et à mes côtés, également, Julien Mast, qui est directeur de Ygraine. Bonjour. Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec les hommes, honneur aux hommes, voilà. Julien, vous êtes cofondateur et directeur de l'association Ygraine, qui est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, avant de présenter Ygraine et ses actions, pouvez-vous nous dire ce que c'est que la citoyenneté mondiale? De quoi s'agit-il? La citoyenneté mondiale, il faut déjà savoir que c'est un concept, parce qu'en fait, ça n'existe pas concrètement. C'est un concept qui est apparu juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1948. On sortait d'une terrible période, et voilà, un combattant américain a décidé en fait de dire, M. Gary Davis, qu'en fait aujourd'hui il n'était plus possible de construire un monde en paix si on gardait cette notion de nationalisme qui était prioritaire, et a décidé devant les Nations Unies de déchirer son carte d'identité américaine et a demandé à ce que on crée une citoyenneté mondiale avec même une gouvernance internationale
pour pouvoir sortir de ces conflits nationaux et entrer sur un monde en paix avec tous les habitants de la planète. Très bien. Alors, comment ce concept de citoyenneté mondiale se traduit concrètement aujourd'hui dans la réalité et quels sont ses enjeux ? Malheureusement, il se traduit encore peu, parce qu'en fait, les seuls qui pourraient vraiment être considérés comme des citoyens du monde aujourd'hui, ce sont les diplomates internationaux, qui ont ces passeports qui leur permettent de vivre. Aujourd'hui, on l'entend, quand on entend les problématiques de migration ou les problématiques d'échanges entre pays, de négociations internationales, c'est très compliqué d'avoir cette notion où en fait le peuple international est prioritaire. Du coup, c'est un vrai frein aujourd'hui. Pour autant, il y a quand même cette notion avec cette diplomatie internationale, avec ces organisations internationales qui essayent de construire des politiques internationales pour qu'on aille tous ensemble. Les objectifs du développement durable en sont la preuve aujourd'hui. Et maintenant, comment nous, en tant que citoyens français, mais aussi comment un Somalien peut s'engager dans cette dynamique, comment on peut ensemble participer à ce nouveau paradigme, peut-être de créer une société internationale en paix et qui soit responsable et solidaire. Alors, pour creuser un peu plus, en quoi développement durable et citoyenneté mondiale sont liés ? Aujourd'hui, on le sait, il y a un déterminisme à la naissance qui est très très important. Si vous avez la chance de naître en France, ça n'a rien à voir avec une notion que de naître, je ne sais pas, en ce moment au Mali ou en Afghanistan. Et aujourd'hui, les politiques de développement durable sont les politiques internationales avec cet enjeu prioritaire qui est de ramener une égalité entre les territoires, de ramener un développement économique et social qui soit à la hauteur des ressources de notre planète. Ce sont les grands enjeux que nous devons résoudre et que nous ne pouvons pas résoudre à des niveaux territoriaux. Bien sûr, tout le monde peut y participer, mais il est nécessaire qu'en fait on ait cette vision collective et qu'on avance dans ce cadre-là. Très bien. Alors, avant de poursuivre et on va développer sur Ygraine, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions à nos invités. Ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de chaque table ronde. Alors, Julien, pouvez-vous nous présenter Ygraine et quelle est la mission de votre association ? Ygraine, c'est un mouvement d'éducation populaire. C'est quoi l'éducation populaire ? C'est l'éducation qui est à côté de l'école, celle qui est complémentaire avec les politiques publiques. Et notre rôle à nous, c'est de faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale. L'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est le référentiel qui est prôné par les Nations Unies, mais aussi par le Conseil de l'Europe, comme cette éducation émancipatrice qui va permettre à chaque citoyen, à l'âge adulte, de pouvoir prendre des décisions éclairées sur les différents événements de sa vie. Notre rôle, nous, en tant qu'association, c'est de travailler avec les politiques publiques, avec les acteurs du social, pour co-construire des politiques d'accompagnement au changement. Comment on emmène les gens à déjà être informés sur les différents sujets, comment on les sensibilise, mais aussi comment on les accompagne dans leur capacité à faire des choix au quotidien par rapport aux enjeux qui sont ici et maintenant. Bon, c'est un programme vaste. C'est très vaste. Comment vous vous y prenez concrètement? À qui vous vous adressez? Comment ça se traduit sur les territoires, j'ai envie de dire au pluriel? On a une multiplicité d'actions nous, on va décliner en 3 grandes parties. Notre métier qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est tout ce qu'on appelle la participation des publics aux politiques publiques. Du coup, notre rôle, c'est d'aller sur le terrain, de créer du dialogue social, de prendre la parole des gens et en fait de la faire remonter vers les politiques publiques pour les aider à co-construire ou même les entreprises du territoire. Ça, c'est une grande partie de ce qu'on réalise. La deuxième partie, c'est vous avez un territoire qui va avoir un enjeu quelconque sur la mobilité ou sur les déchets. Et nous, on va construire pour la politique publique des dispositifs éducatifs pour aller toucher telle ou telle cible des habitants. Et notre dernière partie, c'est bien sûr la montée en compétence des citoyens, parce qu'une fois qu'on est sensible, c'est pas pour ça qu'on est capable d'agir. Et du coup, on a des formations, on a un organisme de formation pour accompagner ces citoyens à prendre une place, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine social, comment être à l'aise, comment avoir les compétences et pouvoir devenir ce qu'on appelle pour nous un citoyen du monde. Très bien, alors ça c'est en théorie et en pratique. Est-ce que vous avez des exemples d'actions que vous menez à nous donner, des actions dont vous êtes
particulièrement fiers? Ouais, en ce moment, il y a 2 actions, je pense qu'on peut mettre en avant. Une qui est justement l'intégration des jeunes dans l'économie circulaire. Nous, on appelle ça le rallye des métiers. Je fais passer aussi le message. Nous sommes en ce moment en crowdfunding pour 1% pour la planète pour pouvoir mener à bien ce projet. Ce projet, il consiste à quoi? Aujourd'hui, on sait que l'économie circulaire est un facteur d'emploi, est un facteur qui va créer de transition pour notre économie. Malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la typologie de personnes qui intègrent cette économie est plutôt diplômée, plutôt des gens qui ont fait des études. Notre rôle, c'est de faire découvrir dans les quartiers aux jeunes de 16 à 25 ans ces opportunités, les faire rencontrer les entreprises, leur faire découvrir ces métiers et ensuite de leur donner la capacité de rentrer sur des dispositifs de formation ou alors directement aller être recrutés par ces entreprises. C'est ce qu'on appelle le rallye des métiers. Du coup, là, on est vraiment sur la transition, accompagner les jeunes à aller vers l'économie circulaire. Et un autre projet qui est un peu différent, là, c'est par rapport aux discriminations. On le sait, en ce moment, il y a un vrai débat sur l'immigration et qui est assez faussé, parce qu'on est beaucoup dans la représentation. Du coup, ce qu'on réalise, c'est des ateliers entre jeunes, on va dire sédentaires, et des jeunes qui sont migrants. Le but, c'est de les faire se rencontrer et de construire ensemble une action culturelle, peu importe, et la présenter au public dans lequel ils vivent. Pour exemple, là, en milieu rural, on vient de faire un très beau projet où des jeunes qui sont avec des familles qui sont dans les CADA, du coup des centres d'accueil pour personnes en demande d'asile, et des jeunes du territoire qui ont créé pendant une semaine une pièce de théâtre sur un conte de ce territoire et du coup qu'ils l'ont joué après dans les différents lieux culturels de la collectivité. Et ce qui a permis de sortir de l'image d'un migrant et de toutes les représentations qu'on va avoir et les faire passer comme des artistes ou en tout cas des gens qui sont capables de mettre en valeur l'histoire d'un territoire, même si ce n'est pas le leur à l'origine, c'est leur territoire d'accueil, et montrer à quel point l'intégration peut être facilitée et du coup sortir de toutes ces représentations souvent négatives. Et quel est l'impact de ce genre d'action? Est-ce que ça fonctionne? Elle est énorme. L'impact, il est déjà sur la confiance en soi de chacune des personnes. C'est hyper important. C'est-à-dire, je suis capable de m'intégrer. C'est déjà déjà quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est aussi sur le regard que les gens vont porter sur l'autre. Aujourd'hui, le racisme vient souvent de la non-connaissance. Là, on arrive à sortir de ça, on arrive à se connaître, à se reconnaître. Et du coup, après, vous savez que sur un territoire, la façon d'échanger, la façon de construire ensemble va être complètement différente. C'est vraiment un petit pas dans l'intégration, mais c'est un petit pas qui est essentiel pour lancer l'aventure. Très bien, merci. On comprend en vous écoutant en fait que la problématique n'est pas forcément la même en fonction des territoires. Alors comment aborder cette question-là, puisque l'idée c'est penser global mais agir localement, donc agir différemment en fonction des territoires. Quelle est votre feuille de route? Vous vous y prenez comment? Alors chez Ygraine, en fait, ça pour nous c'est une évidence. C'est pourquoi on a construit notre organisation sur cette façon de faire. On a des associations locales qui vont se consacrer à ce qu'on appelle les causes territoriales. On le sait tous, un territoire comme les Alpes n'a rien à voir avec un territoire comme la Nouvelle-Aquitaine. Les problématiques ne sont pas les mêmes, l'histoire du territoire n'est pas la même, la population n'est pas la même. Il est évident qu'il faut adapter ces dispositifs à ces territoires. C'est pourquoi on a des associations qui sont autonomes, qui vont créer des projets spécifiques au territoire, qui vont travailler avec les collectivités, les entreprises, les acteurs sociaux du territoire. Et après, on a une organisation centrale que nous, on nomme cœur de réseau, qui est là pour faciliter le transfert de savoir-faire, les échanges, et ainsi de suite. Mais effectivement, aujourd'hui, même si on travaille avec une vision internationale, il est essentiel de rentrer sur des réponses vraiment très territorialisées pour emmener les citoyens dans cette démarche. Donc vous travaillez avec les collectivités territoriales, mais comment travaillez-vous, puisque le thème de cette matinée c'est co-construire en fait, donc ensemble pour passer à l'action. Comment travaillez-vous avec les entreprises?
Avec les entreprises, ça peut être de différentes façons. Alors, il y a des fois, on crée des dispositifs éducatifs pour les salariés de ces organisations. C'était déjà un premier niveau. Et après, avec les entreprises avec lesquelles on porte une vision commune, et il y en a de très nombreuses, on va travailler plutôt sur du mécénat territorial, c'est-à-dire que ces organisations vont appuyer nos dispositifs éducatifs. On le sait tous, pour mener des opérations comme ça, c'est beaucoup de temps homme. Et du coup, ça demande beaucoup de moyens. La politique publique n'a pas forcément toujours les budgets qui sont nécessaires. Et du coup, par des politiques de mécénat, on arrive à faire des opérations croisées. Et le troisième niveau, c'est bien sûr tous ces espaces de co-construction qui sont sur les territoires ou au niveau national, sur lesquels on va travailler ensemble sur un imaginaire de demain, sur des politiques, échanger sur comment chacun des acteurs peut trouver sa place. On est persuadé qu'aujourd'hui, ce n'est pas en opposant les différents systèmes, on vit tous sur les mêmes territoires et il faut qu'on fasse une synergie et du coup ces espaces de concertation sont nécessaires pour pouvoir avoir une politique qui a vraiment de l'impact et pas qu'on tire chacun de notre côté. Très bien. Vous collaborez régulièrement avec les entreprises? Oui, bien sûr. Ouais, un exemple de collaboration? Là, par exemple, avec Enercop ou avec Biocop, sur lesquels on travaille sur comment nous, à travers nos dispositifs éducatifs, on peut amener les gens à comprendre ça et à connaître ces différents acteurs. Et là, comme je vous le disais aussi, avec d'autres types d'entreprises, les entreprises qui participent à 1% pour la planète, on est en train de mettre en place une valorisation de nos projets pour qu'ils nous soutiennent dans nos démarches du rallye des métiers, par exemple. Très bien, formidable. Alors, avant de continuer avec vous et de vous donner la parole, Bérengère Gazagne, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent et qui nous suivent ce matin que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités dès à présent. Et j'ai une question pour vous, Julien Mast. Alors, y a-t-il, je la découvre en même temps, un programme pédagogique au sein des établissements scolaires pour apprendre les bonnes pratiques en matière de citoyenneté mondiale, consommer intelligemment, par exemple? L'éducation nationale a beaucoup de programmes. Ce serait difficile, ce sera un long échange là-dessus. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des politiques qui se développent sur tout ce qui est éducation au développement durable. On a eu une généralisation des éco-délégués il y a 2 ans qui amène à ce que des jeunes puissent prendre vraiment part à la vie de l'établissement. C'est des très belles avancées. Ce qui est pour nous encore une difficulté, c'est que l'éducation à la citoyenneté mondiale a beau être reconnue et promue par les Nations Unies et par le Conseil de l'Europe. C'est une discipline qui est très peu présente en France, parce qu'en France, on aime bien un peu sectoriser. Du coup, vous avez l'éducation à l'environnement, l'éducation aux médias, l'éducation aux migrations. Et du coup, on va leur retrouver des choses qui sont dans l'éducation à la citoyenneté mondiale, mais plutôt par silo. Nous, on pense, et on est beaucoup à penser ça, qu'aujourd'hui, en fait, l'éducation à la citoyenneté mondiale pourrait être le socle réel de l'éducation nationale et peut-être transformer un peu ce qu'on appelle le socle de connaissances et de compétences pour aller et rajouter aussi tout ce qui va être les compétences psychosociales et permettre à ce qu'on ne soit plus sur une éducation qui soit là pour aider à intégrer le tissu économique, mais plutôt aider à s'intégrer dans une société globale. Très bien, merci pour ce témoignage, Julien Mast. Avec plaisir. Nous allons maintenant tourner notre regard vers l'entreprise et je m'adresse à vous, Bérengère Gazagne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes responsable développement durable chez Epson. Alors, pouvez-vous nous présenter votre fonction et puis les activités d'Epson? Très bien. Donc, je suis responsable développement durable chez Epson depuis près de 4 ans maintenant. Et mon activité, mon périmètre couvre à la fois un peu de qualité, beaucoup d'environnement et de la RSE. D'accord. Quant à Epson, c'est un groupe d'ascendance japonaise qui appartient au groupe Seiko Epson. Donc là, on parle d'environ 80 000 collaborateurs dans le monde. Les produits qu'Epson met sur le marché sont essentiellement des imprimantes, des vidéoprojecteurs, des scanners, de la robotique également, ce qui est un peu moins connu, et des lunettes à réalité augmentée. Très bien, merci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous entendre sur les propos de Julien. Est-ce que ça fait écho chez vous? Est-ce que ça résonne? Voilà. Oui, tout à fait. Alors déjà, je suis très admirative de l'action que mène Julien avec Ygraine. Franchement, bravo. C'est ma première réaction spontanée.
Ce que j'ai retenu notamment, c'est la notion de vision collective pour aller vers de la citoyenneté mondiale. Et je suis tout à fait d'accord. Et quand on parle de collectif, les entreprises peuvent et doivent prendre leur part également. Donc ça, c'est vraiment le message que je voudrais passer, Julien. Les entreprises doivent accompagner les associations et doivent faire leur part. Alors justement, ce concept de citoyenneté mondiale est-il abordé au sein de l'entreprise ? Alors, il y a à travers les objectifs de développement durable, qui sont une excellente boussole pour des entreprises comme Epson. Epson s'est d'ailleurs engagé assez tôt en faveur des 17 objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va essayer, à l'échelle de nos filiales de par le monde, qu'on parle des usines, qu'on parle des filiales commerciales, de produire des actions qui vont soutenir ces 17 objectifs. On va en particulier se focaliser sur des objectifs comme l'objectif numéro 12 sur la production et consommation responsable, parce que c'est là qu'on va pouvoir avoir un impact au niveau des sites de production dont Epson est propriétaire. Donc on peut maîtriser ce qui s'y fait et avoir des plannings et des actions ambitieuses à la fois en matière de conditions de travail et en matière environnementale. Et bien entendu au niveau des produits que nous mettons sur le marché en tâchant de proposer aux utilisateurs des produits plus sobres en énergie, qui génèrent moins de déchets et ainsi de suite pour répondre à une attente sociétale et évidemment une attente des consommateurs eux-mêmes. Et pourtant, quand on pense Epson, naturellement, on ne pense pas forcément développement durable. Alors, quelles sont ces actions concrètes que met en place Epson pour prendre à bras le corps ces 17 ODD ? Alors, je vais vous donner des exemples vraiment liés aux produits que nous mettons sur le marché. Epson a un fort potentiel d'innovation et essaie de faire bouger les lignes dans son industrie. Alors, ça n'est pas un travail facile, mais on se donne les moyens en termes de recherche et développement de le faire. Un exemple pour les produits grand public, nous allons parler des imprimantes. Pour beaucoup de consommateurs, une imprimante, c'est une petite machine pas chère avec des toutes petites cartouches qu'on doit recharger assez régulièrement si on a un usage un peu fréquent. Epson a essayé de renverser ce modèle, qui est quand même le modèle ultra dominant sur le marché grand public, en proposant des imprimantes à réservoir grande capacité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que vous avez une machine qui, au lieu de fonctionner avec des cartouches, fonctionne avec des grands réservoirs que vous remplissez avec des bouteilles, beaucoup moins fréquemment que le remplacement de petites cartouches. Et quand je dis beaucoup moins, suivant votre usage, ça pourrait être entre plusieurs mois et 3 ans. Pour être tranquille pendant 3 ans. L'avantage, il n'est pas uniquement dans la tranquillité d'esprit pour le consommateur qui n'a plus à penser à la recharge en encre plus fréquemment, mais il est aussi environnemental. Les machines sont des imprimantes à jet d'encre, c'est un procédé non thermique, donc zéro chaleur, qui est donc très sobre en énergie, donc ça c'est un premier volet sur l'énergie. Et aussi, en proposant une imprimante qui fonctionne sans cartouche, la génération de déchets est largement moindre. Ça se retranscrit en termes de cycle des consommables avec un abaissement de 84% des émissions de CO2 sur le cycle du consommable par rapport à des cartouches classiques. Donc sur ces deux aspects, on essaie de répondre à des vraies attentes sociétales. Donc pour vous, la RSE peut être source d'innovation ? La RSE nourrit l'innovation. Alors, on a la chance chez Epson d'être un groupe où l'innovation, c'est vraiment dans l'ADN. C'est un groupe d'ingénieurs initialement. Donc on pousse beaucoup le côté innovant et la RSE maintenant nourrit. Et quand je dis maintenant, ça fait déjà plusieurs années que le groupe intègre les ODD de plus en plus en amont de ses activités. Ça ne vient plus en bout de chaîne. Ça, c'est terminé. Maintenant, on intègre les ODD dans la stratégie de l'entreprise, à la fois pour le développement des produits et pour les activités en interne. Très bien, merci. Quels sont, selon vous, les grands enjeux, les grands défis sociétaux et environnementaux auxquels une entreprise comme Epson devra répondre dans les prochaines années? Alors, ils sont multiples. Si on se fonde sur la définition des ODD, c'est celui que je vais vous citer en premier, c'est-à-dire la consommation responsable, accompagner les utilisateurs, quels qu'ils soient, dans des usages toujours plus responsables, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau environnemental. Donc c'est un vrai défi parce qu'il faut aussi nous transformer de l'intérieur et également faire passer ces messages aux utilisateurs. Là, on est sur de la pédagogie. On est sur de la pédagogie et la pédagogie, elle fonctionne dans l'ensemble des directions, c'est-à-dire quand on considère notre écosystème professionnel, on va penser aussi à la chaîne d'approvisionnement et aux fournisseurs.
C'est très important d'avoir une démarche formalisée en faveur d'enjeux environnementaux et sociétaux, mais ça aura beaucoup moins d'impact si on n'implique pas toute la chaîne d'approvisionnement. Et là, ça va être un enjeu très fort sur lequel le groupe a déjà largement commencé à travailler. Embarquer avec nous dans la démarche les fournisseurs, les sous-traitants, les parties prenantes. Voilà, toutes les parties prenantes, y compris en amont de la chaîne de production. Et comment on peut accomplir ce genre de démarche, déjà en les responsabilisant, en les formant, en étant exigeant vis-à-vis d'eux via des chartes achats responsables, via des codes d'éthique, puisque le volet sociétal et des conditions de travail comptent aussi beaucoup, et en leur apportant toujours plus d'informations et en leur demandant toujours plus d'informations et de preuves. Très bien. Vous vous positionnez aussi sur une dynamique d'achat durable, par exemple? Bien sûr, tout à fait. On va prendre un exemple qui est très important dans notre secteur, qui est la gestion des minerais issus de zones de conflit. Le groupe Epson refuse ces minerais qui sont extraits dans des zones dirigées par des groupes armés, par exemple, avec des impacts désastreux pour les populations locales et pour l'environnement local. Donc, on s'assure que les fonderies avec lesquelles nous travaillons peuvent démontrer une traçabilité et extraire ces minerais de leur chaîne. C'est pas rien. Quels sont les freins à date à un élargissement de tous vos engagements? Alors, je pense que le frein principal, c'est la durée que la société met à évoluer. On parlait de pédagogie à l'instant. En effet, je pense qu'il est important pour tous les acteurs économiques aussi de mettre à disposition des consommateurs à la fois des produits plus éco-responsables et à la fois plus d'informations pour qu'ils comprennent mieux comment tirer le meilleur parti de ces produits, parce que c'est essentiel aussi, pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Donc on a encore un peu de travail, nous aussi, opérateurs économiques, pour expliquer et aussi repousser toujours les limites de l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants dans ce sens-là. Très bien. Merci Bérangère. J'ai une question pour vous. Alors, je la découvre en même temps. Nous savons que la chaîne de production constitue l'un des leviers essentiels en matière de RSE, notamment sur les volets environnementaux, sociaux et économiques. Quels sont les moyens d'action chez Epson pour déployer sa politique RSE, en particulier vis-à-vis de son écosystème et plus particulièrement de ses fournisseurs? Oui. C'est une question assez large. Oui, alors je commençais à l'évoquer juste à l'instant. Donc, il y a des chartes, il y a des codes qui existent et auxquels les fournisseurs doivent souscrire, sous peine de ne pas être retenus. Nous avons également annuellement un système d'audit pour les fournisseurs, c'est-à-dire que tout commence par une auto-évaluation des fournisseurs et ensuite des vérifications qui sont faites par le groupe, jusqu'à un audit sur site si nécessaire. Et si on découvre des non-conformités vis-à-vis de nos exigences, à ce moment-là, on met en place un plan d'action pour que le fournisseur puisse redresser la situation et être conforme vis-à-vis de nos exigences qui sont assez élevées en la matière, qu'on parle d'environnement, de conditions de travail ou d'éthique. Très bien. Merci beaucoup. Si vous aviez un message à faire passer en faveur du développement durable, à qui vous adresseriez-vous et quel serait-il ? Alors, je m'adresserai en particulier aux autres opérateurs économiques. Je les encouragerai fortement, s'ils ne le font pas déjà, à intégrer le plus tôt possible les objectifs de développement durable qui forment une excellente boussole pour des activités économiques dans leurs propres activités, le plus en amont, que ce soit au niveau du fonctionnement en interne ou des produits qu'ils proposent aux consommateurs. Très bien. Je rappelle à la maison, enfin pour celles et ceux qui nous suivent en direct, que si vous voulez poser des questions à nos invités, c'est maintenant. Julien Mast, je vous demanderai peut-être de réagir aux propos de Bérangère. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous dire ? Non, mais je pense que, en tout cas, ce qui m'a interpellé, c'est les 84% de réduction d'impact de vos consommables. Voilà, on parle de choses vraiment significatives. Alors c'est sur une toute petite partie de la chaîne, mais en fait on voit à quel point on peut faire des progrès. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de progrès et malheureusement c'est pas souvent mis assez en avant tous les progrès écologiques qu'on est capable de faire. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Bon, ça, c'en est une preuve, mais aujourd'hui, on a des marges de progression qui sont énormes. Et souvent, quand on parle de toutes ces problématiques environnementales ou sociales, on a toujours quand même ce truc en disant oui, mais c'est pas possible. Si c'est vraiment possible, effectivement, ça demande des changements de paradigme, ça demande des vraies réflexions
sur soi et sur son impact, mais en fait, on a des marges de progression qui sont énormes, vraiment énormes. Et du coup, je pense que voilà, c'est une preuve, et il y en a sûrement d'autres, mais voilà, aujourd'hui, nous avons la capacité de faire évoluer les choses. Est-ce que ce sera suffisant? C'est une grande question, mais en tout cas, on peut vraiment progresser, et si chacun de nous, aussi bien à la maison que dans son entreprise, qu'à tout moment de sa vie, on est sur cette recherche de démarche de progrès, je pense qu'on peut faire des vrais gaps assez rapidement. Beaucoup de solutions existent. Maintenant, il faut leur donner de la place et il faut surtout les encourager à continuer. Alors, on parle de collaboration. Est-ce que Ygraine pourrait travailler, collaborer demain avec une entreprise comme Epson? Je vous pose la question, Julien. Bien sûr, je pense qu'il y a forcément des choses à faire. Après, je ne connais pas assez le groupe Epson. On a déjà accompagné aussi des politiques RSE, ou en tout cas de sensibilisation dans des entreprises, dans des grands groupes. Voilà comment on fait monter en fait, l'envie, parce que c'est surtout ça, en fait, la sensibilisation est souvent là, mais en fait, c'est l'envie de chacun des collaborateurs de contribuer à ça. On l'a fait sur des groupes de plus de 40 000 personnes, et du coup, quelle stratégie on met en œuvre pour aller chercher chacun des habitants de cette organisation, et comment on peut les emmener à progresser ensemble et à demain être encore plus performants, puisque dans l'entreprise on parle souvent de performance, mais ça peut vraiment être des moyens d'emmener, et puis des collaborations avec des entreprises. Il y a plein d'imaginaires à créer, ce sera avec plaisir d'en discuter. Et voilà, on est là pour créer du lien. Et vous, Bérangère? Comment? Et vous, Bérangère, de votre côté? Oui, vous pourriez travailler avec une association association tout à fait. comme Nous travaillons déjà avec un certain nombre d'associations. Les passerelles entre entreprises et associations, elles doivent exister. Déjà, pour les entreprises, si elles veulent vraiment avoir une contribution sociétale, autant aider les acteurs qui s'y consacrent pleinement. Et bien entendu, pour les associations, avoir le soutien des entreprises, c'est essentiel pour avancer et pour avoir les moyens de mener les actions à bien. Donc les passerelles, elles existent, et je pense qu'elles continueront longtemps à exister. Bon, voilà, le message est passé. J'espère que nous avons créé du lien. Une question pour vous, Bérangère. Alors, c'est quelqu'un visiblement passionné par la RSE. Avez-vous des outils ou des processus pour évaluer vos fournisseurs? On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, il me semble que vous utilisez la certification EcoVadis. Alors oui, en effet, nous sommes déjà nous-mêmes certifiés EcoVadis depuis 4 ans. Lors de la dernière évaluation, nous avons été certifié EcoVadis niveau Platinum, ça veut dire que ça nous place dans le top 1% de notre industrie. Donc on a amélioré notre score, ce qui était une grande satisfaction qui démontre que tout le groupe s'est impliqué. Et bien entendu, on a tendance à challenger aussi nos fournisseurs, on les évalue quand on commence à travailler avec eux, et on a ce système d'audit dont je vous parlais précédemment pour s'assurer que tout est en ligne avec nos exigences. Voilà, merci beaucoup. Julien Mas, pour conclure cette table ronde, si vous aviez un message à faire passer, à qui vous adresseriez-vous aujourd'hui et quel serait ce message? J'en aurais beaucoup, mais pour faire simple, je pense que pendant longtemps, on a parlé de vivre ensemble. On vivait les uns à côté des autres. On essayait de s'accepter. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut construire ensemble. C'est vraiment, et du coup, se donner cette nouvelle vision collective où chacun des acteurs pourra contribuer, aussi bien la politique publique que les acteurs économiques et que l'organisation de la société civile. C'est vraiment important qu'on se donne ce cap commun et qu'on arrête de se dire on peut vivre à côté. Non, on doit vivre ensemble et dans la même direction. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, si on arrêtait les débats clivants et qu'on essayait de trouver des solutions d'amélioration mutuelle et avec une vision prospective commune, comme les ODD peuvent l'être, on pourrait déjà avoir fait un grand pas vers une autre société. Merci Julien Mas, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis ce matin pour cette matinée remplie de sens. Merci Bérangère Gazagne d'avoir été avec nous, merci Julien Mas. Je vous rappelle que cet événement a été organisé par l'agence Les Jardins de la Cité, qui est une agence de conseil en communication événementielle et RSE, qui accompagne depuis plus de 15 ans maintenant ses clients dans des projets remplis de sens, et que la RSE est inscrite dans le cœur de son ADN. Alors en attendant de toutes nouvelles rencontres avec des partenaires engagés en faveur du développement durable et qui poussent la société dans le bon sens, je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt.